Donc, merci de m'avoir présenté, Samuel Karen Buard, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de l'information, arrivée depuis peu, puisque je suis là depuis novembre. Ah, il faudrait que les personnes coupent leur micro. Je suis arrivée en novembre 2024 à l'INSPE et voilà. Et Samuel est venu vers moi pour me proposer ce projet CROSS que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc mes recherches seront autour du projet CROSS. Et je vais travailler sur, entre autres, l'évaluation de ce que nous allons proposer. Voilà. Donc, Madame Poyot, Monsieur le Mécanem, Monsieur Pagan et Madame Poirmeur, merci à vous d'être là aujourd'hui pour cette table ronde sur le projet CROSS. Aujourd'hui, pendant cette table ronde, nous allons parler des politiques publiques à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre pour une meilleure orientation des élèves et des étudiants pour le cas de Monsieur Pagan. Je vous propose de commencer cette table ronde par un petit tour de table afin que vous présentiez assez brièvement chacun pour que tout le monde puisse savoir ce que vous faites et ce sur quoi vous travaillez. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on commence par le plus bref avec moi. Je vais essayer de résumer les choses. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Aurélie Poyot. Juste pour la petite histoire, de 2015 à 2020, j'ai été animatrice pédagogique chargée d'orientation au sein de l'ex-Alliance scolaire, l'enseignement protestant. Ensuite, j'ai dirigé le lycée d'Occamo pendant 5 ans, jusqu'à cette rentrée-là, jusqu'au 13 février dernier. Mais dans le même temps, j'avais encore la charge d'une part d'orientation au sein du lycée d'Occamo, et donc que je préserve cette année. Donc, quelques heures me sont octroyées en plus des heures d'enseignement que j'ai repris. Mais voilà, là, depuis cette année et depuis l'année dernière, depuis que le lycée d'Occamo est devenu autonome et n'est plus sous l'égide de l'institution ASE qui a disparu, qu'on doit consacrer ces heures d'orientation uniquement au lycée d'Occamo, à cet établissement-là. Et auparavant, dans les années précédentes, j'étais chargée d'orientation pour tous les établissements de l'ASE, du nord au sud et sur les îles. Voilà, dans les collèges donc, et lycées. Merci. Donc, Yves de Mecnem, moi je suis responsable de Index Nord, qui est l'internat d'excellence de la province Nord, sous le modèle de, vous devez plus connaître le Juvena à Nouméa, et il y a d'autres organismes, sûrement certains interviendront plus tard. Donc moi, je m'occupe de l'internat d'excellence de la province Nord depuis 2020, donc ça fait 5 ans. Et notamment, on a une politique d'orientation tournée vers l'excellence, mais aussi l'accompagnement des jeunes qui viennent de milieux, on va dire, moins aisés. Et donc ça mène à se challenger, à innover pour essayer de les faire sortir de leur milieu social. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour, moi c'est Pascal Pagan. Donc, je suis enseignant-chercheur en écologie dans cet établissement depuis. Je préfère pas le dire. J'étais donc responsable pédagogique de la licence SVT pendant un bon bout de temps, ancien vice-président de la CFVU dans cet établissement, responsable donc pendant cette CFVU de la réforme des licences que je conserve actuellement. Donc c'est moi qui, en partie avec mon équipe, a réformé l'organisation et l'architecture des licences. Actuellement, je suis aussi responsable pédagogique de la licence ou des licences Accès Santé. Voilà, mais responsable aussi de l'équipe numérique de l'établissement. Et c'est déjà ça. Voilà. Bonjour à tous. Alors, j'aurais du mal à me présenter en 2 mots, puisque vous avez compris, l'orientation est transversale, touche de nombreux domaines. Donc, alors de formation, je suis psychologue de l'orientation.
Ça, c'est la formation de base. Ensuite, inspectrice en charge de l'information et de l'orientation. Et ici, j'ai un rôle de déléguée académique autour de l'information, de l'orientation et de la persévérance scolaire. Je fais partie du réseau de toutes les délégations régionales académiques. Donc ça, c'est le réseau national avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, c'est le pilotage, bien entendu, au bout du bout de Parcoursup. Et si, puisque je suis la dernière à prendre la parole, je vais faire le lien tout de suite, que quand on travaille à l'accompagnement des jeunes autour de leur projet, on parle bien sûr d'orientation. Il y a un point sur lequel qu'on n'a pas entendu ce matin, c'était notre échange ce midi. Bien sûr qu'on ne peut rien faire si le jeune n'a pas appris à se connaître. Donc ça, c'est le premier obstacle. Donc sinon, on va le guider nous-mêmes comme un pantin, mais il ne sera pas acteur. Et avant tout, il faut apprendre aux jeunes à être acteurs de son orientation. Et pour être acteur, il faut apprendre à se connaître et à connaître bien d'autres choses, on pourra en parler. Et ensuite, ça, c'est comment je mène le jeune dans un processus réflexif dans le temps. Ça commence en 5e, ça prend du temps, on l'accompagne différemment. Je n'accompagne pas un jeune de 5e comme j'accompagne un jeune en terminale. C'est la pédagogie de l'orientation. Et puis derrière ça, il y a l'affectation. Et ça, c'est la procédure. Et la procédure, elle va trancher. Elle tranche souvent sur le jeune mal orienté. Ce n'est pas par le processus ni par sa réflexion, mais c'est par la place. Et donc, c'est à nous de le guider dans ce que, puisqu'on parlait de recherche, on ne fait rien en orientation sans tout le travail action-recherche et nos laboratoires en France. Je pense aux laboratoires appliqués d'ergonomie, de psychologie en ergonomie appliquée. À Paris, Paris-Cité, avec qui on a ancré toutes nos recherches. Mais le jeune, on va pouvoir l'accompagner à gérer les incertitudes. Ce que notre inspectrice générale, Frédéric Wexler, nous accompagne à guider dans la sérendipité. C'est le mot magique, c'est-à-dire comment je gère l'incertitude. Et ça fera partie des compétences à s'orienter. On reviendra sur le savoir devenir. Merci Valérie. Alors ce matin, pour ceux qui étaient là, les différents intervenants ont souligné les enjeux majeurs et encore plus sur le territoire liés à l'orientation. Ils ont aussi parlé de l'importance de lutter contre tous les déterminismes, qu'ils soient liés, qu'ils soient sociaux, territoriaux et aussi de genre. Et bien sûr de prévenir le décrochage scolaire. Nous avons vu aussi ce matin tout l'intérêt de développer des dispositifs innovants, en partenariat les uns avec les autres. Donc, penser ensemble pour mettre en place ces nouveaux dispositifs. Mais monsieur le vice-recteur a aussi pointé des dispositifs existants qui montrent sur le terrain leur efficacité et qui serait intéressant de rendre visible, de donner de la visibilité sur ces dispositifs-là. Donc là, en première question, je m'adresse à toi, Valérie, par rapport à ce qui existe et qui serait intéressant de rendre visible. Est-ce que tu peux nous parler des actions qui sont mises en place et peut-être de la politique liée à l'orientation sur le territoire ? Alors la politique liée à l'orientation sur le territoire, c'est très simple. L'orientation est une compétence du gouvernement. Alors c'est vrai que je fais partie des acteurs qu'on appelle mise à disposition, puisque donc effectivement je viens de métropole, et là l'orientation est une compétence du ministère de l'Éducation nationale. Donc on va répondre avec les attentes du pays pour pouvoir effectivement construire ce parcours orientation. Et dans donc, tout le service que je pilote, effectivement, on va voir de façon élargie de l'affectation jusqu'au risque du décrochage scolaire. Et mon équipe principale, le bras droit sans lequel je ne peux rien faire, avec mon adjointe ici présente, Anne-Marie Gobillot, c'est la directrice du Centre d'information et d'orientation et le pilotage des 17 psychologues de l'éducation nationale, puisque en 2017, le référentiel des COP, conseillers d'orientation psychologue, est passé à psychologue de l'éducation nationale pour ancrer un peu plus le jeune dans son parcours en tant qu'acteur et non pas en l'externalisant, mais vraiment en rentrant dans le projet et le devenir du jeune. Ensuite, les outils sont nombreux. Donc, non seulement il y a des conseillers, des psychologues qui sont là pour être conseillés auprès du chef d'établissement,
pour construire le volet orientation de tous les établissements. Tous les établissements, dans leur projet d'activité, ont un volet orientation qu'ils construisent en fonction de la demande des établissements, qu'ils soient un établissement public ou privé. Il n'y a pas de différence là-dessus. Tout le monde a un volet orientation et on va monter par étapes, selon les années, ce qu'on veut construire avec le jeune pour qu'il puisse se l'approprier. Voilà. Ensuite, pour ça, dans les programmes sont mis à disposition des heures pour l'orientation. Au lycée, c'est 54 heures par niveau. Mais ce n'est pas 54 heures. On calculait avec monsieur le vice-recteur ce matin, par cœur, je ne m'en souvenais plus. Donc, on a refait le calcul tous les deux. C'est à peu près 3 heures tous les 15 jours. Mais il ne va pas se passer quelque chose 3 heures tous les 15 jours dans l'emploi du temps des jeunes. Ce sont 54 heures qu'on va optimiser. Et ça va être, par exemple, il y a eu une action avec des jeunes qui sont venus témoigner, des ambassadeurs qui vont venir témoigner. Ça fait partie des heures liées à l'orientation. On va ensemble préparer le déplacement de la classe pour aller sur le salon de l'enseignement supérieur. Ça fait partie des heures dédiées à l'orientation. Et le temps sur le salon fera aussi partie de ces heures dédiées à l'orientation, les heures de vie de classe, etc., les ateliers. Les psychologues vont là intervenir en groupe. Ce sont eux les formateurs des professeurs principaux. Monsieur le vice-recteur vous l'a dit, la réforme, c'est 2 professeurs principaux pour accompagner les élèves de terminale. C'est pas toi tu fais la gestion administrative, moi je travaille le projet du jeune. C'est chacun une moitié de classe et on va guider le jeune pour le mener dans son projet. Mais bon, vous avez tous été jeunes et vous savez à quel point c'est imparfait. Sinon, on n'aurait pas les sciences de la psychologie pour nous aider à approcher un jeune. Voilà, donc voilà, je peux en rajouter parce que ça peut être long. Hein. Donc on s'arrête là. On reviendra vers toi peut-être un peu plus tard. Madame Poyot, j'en laisse pour Anne-Marie. Madame Poyot, je me retourne vers vous. Là, donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes en établissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience en établissement par rapport à l'orientation ? Je vais rejoindre exactement ce que disait Valérie. Donc, effectivement, il y a ces heures d'AP. Alors, moi, je vais vous parler spécifiquement du lycée, puisque c'est quand même là que j'œuvre depuis quelques années. Donc, il y a effectivement beaucoup d'actions liées à l'orientation. Alors, nous, de manière spécifique, c'est vrai que je ne vais pas parler de manière générale, mais sur le lycée, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'organise les choses. Le lycée a quand même la chance d'avoir quelqu'un, je le précise, à disposition tout le temps, du début à la fin de l'année, même si ce n'est que quelques heures, mais bon, je ne les compte pas, ces heures-là. Tourner autour de l'orientation, c'est pas du tout le cas. On parlait, je fais juste une petite dégression sur les établissements qui sont en brousse ou qui sont sur les îles. Et là, je porte la voix de nos petits collèges, des petits collèges sur les îles qui ne bénéficient pas d'accompagnement à l'orientation depuis plusieurs années. Et donc voilà, c'est les professeurs principaux qui se débrouillent pour gérer cette orientation-là. Donc là, il y a quand même la question aussi de la formation des professeurs principaux qui se pose quand même, il me semble. Si je dois ajouter un élément, même s'il y a des choses qui sont faites, je pense qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, en sachant qu'un professeur principal n'est pas forcément professeur principal ad vitam, et qu'il ne peut l'être qu'une année ou qu'il peut l'être depuis longtemps. Enfin, voilà, il y a plein de cas de figure. Pour revenir uniquement sur Docamo, il y a énormément d'actions qui sont faites dans le sens où moi, déjà, je propose des permanences toutes les semaines pour les élèves, pour qui je suis à disposition sur un temps d'horaire officiel ou sur un temps d'horaire non officiel. C'est vraiment, je réponds à la demande. Même si je ne suis plus directrice de l'établissement, je continue à y passer un peu ma vie. Et puis ensuite, il y a des actions évidemment ponctuelles. On est en train d'organiser un carrefour qu'on appelle Mon Avenir et moi, qui est quelque chose qui est devenu institutionnalisé depuis quelques années. Il y a que l'année dernière qu'on n'a pas pu le réaliser pour les raisons que vous savez. Donc là, cette année, ça sera le 3 juillet. On a l'habitude d'accueillir l'université d'ailleurs. On accueille énormément d'intervenants pour que les élèves de la seconde à la terminale puissent venir à la rencontre de tout ce qu'il est possible de faire après, avec un bac, que ce soit en termes de formation ou en termes de profession, puisqu'on est un lycée polyvalent avec des formations professionnelles, des formations technologiques et générales. On organise après, il y a le temps des AP orientation où je fais moi aussi des interventions en classe, parce que justement, j'essaye au maximum d'aider
les collègues professeurs principaux, c'est moi qui leur apporte l'information et puis c'est moi qui essaye de les former sur l'étendue de tout ce qu'il est possible de faire, de connaître, de maîtriser. Il y a aussi un gros travail qui est fait lors des conseils de professeurs et des conseils de classe à cet effet-là, enfin, autour de l'orientation. Après, il y a quand même encore énormément de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je pense en particulier à l'accueil des élèves que nous recevons en seconde, que ce soit en bac pro que ce soit en seconde pro ou en seconde générale, parce que, comme vous le disiez, il y a des élèves qui sont souvent pas orientés, qui sont pas là parce qu'ils ont envie d'être là, qui sont là parce qu'on leur a dit d'aller là-haut parce qu'il y avait de la place là. Ils arrivent là suite au 2e tour ou 3e tour de l'affectation, par défaut. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, je crois qu'on pourra en parler pendant des heures. Et on a 7 ans pour régler tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur de Mecnem, je suis désolée si je prononce mal votre nom. Non, c'est ça, de Mecnem. Vous dirigez donc un internat d'excellence, oui, avec différentes actions qui sont proposées en lien avec le public que vous accueillez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour voir un peu les dispositifs que vous mettez en œuvre au sein de votre internat d'excellence? Donc, comme vous l'avez mentionné, ça commence dès le début de l'année avec un questionnement des élèves sur eux, leur connaissance d'eux-mêmes. Donc on ne peut pas orienter les jeunes si eux, ils ne se connaissent pas et si nous, on ne les connaît pas. Après, par rapport aux tâches qui nous sont affectées et l'orientation qu'on prend, c'est sûr que en tant que responsable de la structure, on va les inspirer de manière à ce qu'ils s'orientent vers des domaines peut-être qui n'avaient pas connaissance, aussi bien par rapport à leur entourage que par rapport à l'information qu'ils ont eue autour d'eux. Surtout que voilà, je suis sur la côte Est, ça s'est dépeuplé ces dernières années et même les infrastructures manquent et les jeunes, ils sont moins sollicités qu'un jeune peut être sollicité à Nouméa ou à Koné. Et donc, il y a déjà un premier contact avec les jeunes en début d'année où on prend connaissance et on leur pose des questions pour savoir qui ils sont et quelles sont leurs références, s'ils ont des modèles ou pas, s'ils savent ce qu'ils aiment ou pas, si ils se sont eux-mêmes posé la question par rapport à leur avenir, sachant qu'on a devant nous une population qui vit beaucoup au jour le jour, qui ne se projette à pas plus d'1 an. Alors demander à un jeune en seconde qu'est-ce que tu fais après le bac, c'est très problématique. Voilà, il y a l'aspect culturel qui rentre en compte. Et depuis l'année dernière, d'ailleurs, on a commencé des actions en partenariat avec la DEFIGE pour justement intervenir déjà auprès des collèges. On s'était dit en 3e, et puis finalement, on est descendu jusqu'à la 5e, parce que peut-être c'est un public qui n'est pas encore mature pour se demander où est-ce qu'ils vont, mais c'est un public justement qui, je trouve, qui est charnière justement pour poser la graine, leur poser des questions et faire en sorte que la graine, elle germe et déjà qu'ils s'orientent plus vers, on va dire, sur le droit chemin. On a la problématique du décrochage scolaire, comme il a été mentionné, et c'est souvent dans ces eaux-là que le phénomène se passe. Donc depuis l'année dernière, on est en partenariat avec l'internat du collège de Poindimier pour mener cette action, en espérant que quand ils arriveront en 3e, ils s'orienteront vers le lycée, vers soit le lycée général dans lequel on est, ou soit dans le domaine qu'ils auront, eux, choisi et conscientisé. Mais sans ça, ce ne sont pas des jeunes qui se posent la question.
Après, pour les jeunes que j'ai, moi, sous ma responsabilité, une fois qu'on prend connaissance de qui ils sont, qu'on arrive à les connaître, bah c'est une ma structure, elle est bon, on va dire moyenne maintenant. Cette année, on accueille 48 élèves, ce qui est quand même conséquent. On a développé des outils aussi pour leur permettre, eux, de s'orienter et de se projeter. Donc, en début d'année, puisque nous, en tant qu'internat d'excellence, notre but, et on passe un accord, un peu un contrat avec les jeunes, c'est de les emmener au bac avec mention. Et du coup, ça devient un but commun qu'on porte et que eux aussi portent, puisqu'ils s'engagent à être assidus dans les cours, à avoir des comportements exemplaires et aussi derrière à se questionner. Donc, au-delà de ce but général qui est mis sous forme d'une fiche, on se met aussi des objectifs. Par exemple, dans l'année, en général, sur ma fiche, il y a peut-être 7 ou 8 objectifs. Les 3 premiers vont concerner des objectifs qui vont permettre d'atteindre notre but commun, qui est qu'ils accèdent au bac avec mention. Ça peut être des objectifs de moyenne ou des objectifs d'amélioration. Et aussi avec beaucoup de questions un peu smart, si vous connaissez le terme, spécifique, mesurable, etc. Et donc, ça augmente leur questionnement. Et 3 objectifs donc, qui vont concerner aussi, comme je le disais, notre but commun. Ensuite, 3 objectifs qui concernent 2 à 3 objectifs qui vont concerner, eux, leur vie personnelle. Par exemple, s'ils ont des passions, s'ils ont des activités extrascolaires. Et enfin, 2 à 3 objectifs. Et là, moi, je leur demande un rêve fou, quelque chose, s'ils pouvaient avoir une baguette magique et qu'ils pourraient accéder à ça, qu'ils mettent ce rêve-là et qu'ils l'écrivent. Et voilà, on travaille ensemble là depuis maintenant, moi ça fait depuis 5 ans avec ce genre d'outils que j'ai reçu moi aussi. J'ai fait une formation au Canada en administration des affaires. Donc c'était des outils qu'on utilisait et que je reporte auprès des jeunes, à savoir que moi aussi je viens de Point-Dimier, de la tribu de Tibarama. Donc le public que j'ai, c'est des jeunes auxquels je m'identifie et auxquels je me dis, moi, quand j'avais leur âge, j'aurais bien aimé avoir tel ou tel outil. Et encore plus que quand on se fixe des buts dans l'année, moi, mon premier objectif, c'est eux, leur réussite, le bac avec mention. Et puis, il y a aussi les sous-objectifs. Moi, avant de venir, j'ai déjà, en début d'année, au Nouvel An, on fait un peu nos belles résolutions. Moi, j'écris mes 5 objectifs dans l'année et je suis le même modèle. Et donc, je deviens un peu un exemple pour eux. Voilà, je leur dis, moi, cette année, après, j'ai une situation différente qu'eux. Je me dis, voilà, j'aimerais offrir ça à ma famille, d'un point de vue personnel. Ou comme objectif, cette année, moi, je suis passionné de chasse sous-marine. Cette année, moi, je veux flécher un thon qui fait plus de 60 kilos. En chasse sous-marine. C'est des choses assez folles, mais le fait d'avoir par exemple un outil pareil, ça leur permet de se projeter. Et beaucoup ont du mal. Beaucoup mettent juste l'objectif commun, quelques objectifs, et ne se posent pas les petites questions, vont pas jusqu'au bout de la réflexion. Mais c'est un travail qui prend du temps. Donc là, en début d'année, j'ai reçu toutes les fiches des jeunes que je suis. Et après, en cours d'année, ça s'étoffe. Et puis, normalement, arrivé en terminale, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ça, c'est une part du travail. Ensuite, on est quand même éloigné à Point-Dimier, mais on a la chance d'être visité de temps en temps par des... Ouais, il y a eu le SOFIP, mais c'est vrai que le SOFIP, c'est aussi un événement incontournable de Point-Dimier, où là, les jeunes peuvent trouver plusieurs orientations. Et juste, moi, je voulais parler aussi
d'autres outils comme, peut-être on va en parler plus dans les prochaines parties, là où le jeune il va s'identifier aux personnes qui sont de la même région, du même milieu social, mais qui ont été dans des domaines qui sont différents. Donc, quand il y a des amis, parce que moi-même, j'ai bénéficié de même type de structure auprès du Juvénat, donc j'ai un réseau, et quand je sais qu'il y en a qui viennent prendre des vacances à Point-d'Imier, j'hésite pas à les solliciter pour soit qu'ils viennent témoigner de leur parcours et de leur expérience, ou même en visio, comme vous le savez, Point-d'Imier, c'est pas la porte à côté, qui puissent partager et que les jeunes puissent s'identifier. Et nous avons des données, donc Index Nord existe depuis 2014, je suis arrivé en 2020, et on voit bien la différence une fois que j'ai implanté des petits outils comme ça, depuis, l'orientation et la réussite des élèves a vraiment changé. Et donc je pense que le projet qu'on mène actuellement avec le projet Cross, c'est quelque chose dont on a besoin, pas seulement par rapport aux jeunes que je suis à l'internat d'excellence, mais avec tous les jeunes de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pagan, donc vous êtes enseignant-chercheur à l'université. Est-ce que vous pouvez nous parler des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner ces nouveaux étudiants ? Voilà, donc j'ai eu peur qu'on me parle trop d'orientation. Nous, on arrive en fin de chaîne, donc on récupère tous les étudiants qui, a priori, ont été orientés. Et comme il a été dit, la plupart des étudiants, des élèves pour vous, ont des difficultés à se projeter dans un avenir qui est pourtant assez proche, même s'ils sont en seconde, il va se passer des choses 3 ans après. Donc on les récupère en bout de chaîne. Donc la difficulté et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a, on va dire, 4 types d'étudiants qui arrivent chez nous, et sur ces 4 types, on doit avoir des actions. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a des étudiants qui arrivent chez nous, ou ailleurs, mais au moins chez nous, et qui ont trouvé leur orientation. Parce que souvent, on parle de problèmes d'orientation, et c'est souvent on se focalise sur le problème, les étudiants mal orientés, qu'il faut rediriger, mais il faut aussi parler des étudiants qui sont bien orientés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Alors, je vais déjà commencer par le bien. On a des étudiants qui sont bien orientés, qui ont choisi leur filière de licence, puisqu'on a essentiellement ici des licences. Je ne vais quand même pas mettre de côté l'IUT et le reste. Donc, quand ils sont bien orientés, eh bien, on a des dispositifs qui vont les aider à accomplir, à avoir leur licence ou autre, de telle manière à ce qu'ils puissent se projeter dans l'avenir dans des masters et être reçus dans les masters en métropole, par exemple. Voilà. Donc, nous, outre le fait qu'on a mis en place l'outil TREC, qui facilite un petit peu aussi l'orientation de l'étudiant, savoir s'il veut un rythme qui soit important, intensif, comme le TREC 5, finir assez rapidement et rentrer très rapidement en master, ou un rythme assez lent parce que finalement il veut avoir un bon dossier, se préoccuper d'avoir d'excellentes notes pour avoir un bon dossier et être pris ailleurs, ou alors avoir du temps pour faire du sport, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons quelques étudiants sportifs. Je n'ai pas la connaissance, mais si on demande à l'élève, je crois qu'il y a 5 ou 6 étudiants sportifs de haut niveau chez nous. Donc ça leur permet de dégager du temps pour l'entraînement et vaquer à leurs activités. Nous avons aussi des étudiantes chargées de famille, donc ça leur permet aussi de gagner du temps et donc s'ils sont bien orientés, de ne pas perdre non plus de temps sur leurs activités. Qu'est-ce que nous avons ? Vous voyez un petit peu ce côté d'étudiants qui sont bien orientés et qu'il faut aider, soit parce qu'ils ont des charges particulières, soit parce qu'ils veulent aller très vite. Qu'est-ce qu'on leur apporte pour ces bons étudiants ? Nous avons aussi des licences, entre guillemets, sans être péjoratif pour les autres, qui sont réputées d'excellence, la licence LAS, le CEPGE. Pour ces étudiants-là qui ont besoin d'un soutien particulier parce qu'ils ont un travail très intense, quel équipement on leur donne dans cet établissement ? Eh bien, par exemple, ils ont une salle dédiée
où ils font cours essentiellement dans cette salle-là. Et quand il n'y a pas cours, ils ont cette salle qui leur est octroyée. Ils s'occupent dans cette salle en permanence. Donc elle est occupée pour leur travail personnel. Ils ont des outils pour s'entraîner, se chapeauter entre eux. C'est très important. Et si vous êtes intéressé, on peut essayer de vous montrer cette salle particulière qui est pour la LAS, où il y a un équipement assez intéressant, où ils peuvent s'entraider en utilisant des outils numériques tels qu'un écran interactif que je viens d'acquérir pas plus tard qu'il y a 15 jours, sur lequel ils peuvent aisément faire des cours d'anatomie. Voilà. Donc, ces outils-là sont à leur destination. Et donc, du côté des bien orientés, on a tout ça. Alors maintenant, il y a les étudiants qui sont bien orientés aussi, parce qu'ils ont un projet d'avenir, mais qui ont des difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération, parce qu'on a beau être bien orienté, on a beau avoir un bon projet d'avenir, un projet de master, et ben parfois on se retrouve dans des difficultés parce qu'on n'a pas pesé la difficulté de rentrer à l'université, parce qu'on passe d'un système qui est assez chapeauté, assez coucouné, entre guillemets, à quelque chose qui, même si on peut être coucouné ici, qui est assez basé sur l'autonomie. L'université, il ne faut pas oublier qu'on forme des jeunes adultes et pas des grands enfants. Voilà, c'est le terme que j'utilise, je me l'approprie. Donc pour ces jeunes-là, Trek a aussi, en quelque sorte, innové en donnant ce rythme un peu particulier qu'il y a 7 semestres au lieu d'un rythme intensif. Et pour ceux qui ont ce rythme long, il y a tout un accompagnement, on va dire, soit à l'administration, soit du côté des enseignants, tout un système d'équipement aussi qui leur permet, s'ils le souhaitent, s'ils sont très volontaires, de pouvoir être aidés, de pouvoir être accompagnés. Alors j'ai demandé pardon à ceux que j'oublierai parce que je ne vais pas être exhaustif, mais dans ce rythme Trek 7 notamment, nous avons des chargés d'accompagnement et d'enseignement. J'ai donné le sens inverse, c'est le chargé d'enseignement et d'accompagnement, c'est beaucoup mieux. L'acronyme c'est le CEA, qui vont être là pour les soutenir, leur apporter de la méthodologie, de leur apporter des ateliers sur lesquels ils pourront s'entraîner, s'aider, poser des questions. Donc nous avons une équipe de 4 CEA qui sont à leur disposition pour les soutenir. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des aides de l'accompagnement vers la réussite. Donc l'accompagnement vers la réussite est décomposé en 2. Une partie qui est assurée par les CEA, les fameux CEA qui vont dispenser donc souvent des ateliers d'aide. Donc je ne vais pas détailler, sauf si vous avez des questions. Et il y a même, elle est dans la salle, donc c'est parfait. Vous avez les accompagnements vers la réussite qui sont intégrés dans la licence, dans la maquette. Donc en fait, ce sont une organisation complémentaire à l'existant et au minimum. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça, c'est à la discrétion des responsables de chaque licence. Certains vont apporter des TD complémentaires, des TD explicatifs, des TD préparatifs, des TP, etc. Ou un cours complémentaire qui va leur permettre de mieux comprendre la lecture d'un sujet, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à la licence en elle-même, mais qui sont des heures qui permettent d'être accompagnés. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Il y a quelque chose qui a toujours essayé, qui a plus ou moins marché, qui a des difficultés à se mettre en place, et c'est la notion de tutorat. C'est quelque chose qu'on doit redévelopper parce que ça a toujours existé au niveau de l'université. On a toujours remarqué que ce tutorat fonctionne très bien, mais souvent pour des étudiants qui n'en ont pas besoin. Et on a beaucoup de mal, donc déjà d'une part à trouver les tuteurs, à les sélectionner, et à l'organisation. Donc ça, c'est quand même un projet qui est long à mettre en place, qu'on a des difficultés à mettre en place, mais il faut qu'on y arrive. Donc nous avons plein d'enseignants volontaires, mais c'est assez compliqué.
j'ai perdu un peu le fil et je vais essayer d'aller vite. Et il y a aussi nos étudiants donc, bien orientés des difficultés, mais il y a aussi les étudiants qui sont pas orientés du tout, quoi. Nous sommes en bout de chaîne. Et quand, il faut être lucide, quand l'étudiant est refusé partout, le seul endroit où il peut venir, c'est bien entendu l'université. Donc rien n'empêche à un élève de licence professionnelle mécanique de pouvoir s'inscrire en licence de sciences de la vie ou en mathématiques. Et ça crée souvent des désastres. Donc ces étudiants qui n'ont pas eu l'opportunité de poursuivre dans un parcours qui lui était, on va dire, destiné, pour lequel il était destiné, souvent ça peut être dommageable et ils viennent ici par défaut. Évidemment, on ne peut pas les refuser. Évidemment, on ne peut pas leur offrir la réussite d'une licence pour laquelle il n'est pas fait. Vous comprendrez bien. Et donc, nous avons mis en place une structure, des structures qui permettent de les réorienter. Et pour cela, je vais parler du groupe de l'OFIP. Hein. Alors là, ne me demandez plus ce que ça veut dire. Enfin, c'est l'orientation. Hein. On va... Donc, à force d'utiliser les acronymes, on oublie ce que ça veut dire. En tout état de cause, cet OFIP permet, d'une part, aux étudiants qui ont été ici par défaut, par manque de place ailleurs, eh bien, alors je vais faire très court, de pouvoir trouver les places qui se sont libérées dans les différents BTS, dans les IUT ou ailleurs, pour pouvoir les réorienter à l'endroit où ils souhaitaient aller. Donc ça, c'est une des phases, mais qui se fait en début d'année. Il y a une phase qui... alors là aussi, il faudra l'interroger l'OFIP, mais qui est préparatoire, qui est l'opération Rebondir, dont on peut reparler pour réorganiser la réorientation de l'étudiant. Et évidemment, le groupe de l'OFIP est là, à la discrétion de l'étudiant, s'il a des besoins particuliers, s'il a des demandes. Donc on est toujours là, quoi qu'il arrive, pour répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. Voilà, je pense que j'ai été trop long. Ça ira, je te remercie. Ce que je propose désormais, c'est de donner le micro à la salle pour que vous puissiez poser des questions aux différents intervenants de la table ronde. Donc, si vous avez des questions, je vous passe le micro. Bon, désolée, hein, mais le temps a passé, pour le coup. Moi, j'ai plein de questions. Plein. Donc, c'est très ennuyeux. Donc, pour le coup, parce que je reviens à ce qui a été créé via CROSS, donc à cet atelier-là, ce groupe de travail qui s'appelle La Fabrique. Donc, j'ai bien entendu chacun parler de ce qu'il faisait. Bon, j'ai eu l'impression qu'on avait perdu un petit peu de vue le mot orientation. Bon, donc, est-ce que Fabrique, pour le coup, va avoir comme mission de fabriquer, justement, une photographie globale de ce que fait chacun dans son coin en matière d'orientation, justement. Parce que, bon, moi, c'est ma 15e année que j'organise le SOFIP, justement, on en a parlé tout à l'heure. Tout est en lien, hein, on est tout, de manière transversale. Nous, les provinces, on agit sur les bourses, etc., sur les métiers en tension, les filières prioritaires. Donc, quand on parle d'orientation, on parle de ça. Nous, on se rend bien compte qu'effectivement, nos élèves arrivent et qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Quand on traite les dossiers, par exemple, pour les bourses, on se rend bien compte que les filières de formation qu'ils cherchent, donc j'ai bien noté la compétence Nouvelle-Calédonie, je sais qu'il y a le CIO, sur le site du VR, il y a toutes les filières de formation. Ça, c'est de l'information. On n'est pas sur de l'orientation. Ce qu'il manque cruellement, moi, je préside le conseil d'administration du lycée agricole Michel Rocard aussi. Je suis en charge de l'enseignement en province Nord, je suis sur les bourses, je suis sur les reprises d'études. On a créé un DAEU, justement, de personnes mal orientées, mais pour le coup, qui ont été en reprise d'études. Parfois, des mamans de 30-35 ans avec 5 enfants. On ne les attendait pas, ces publics-là. Mais ce sont des publics, comme l'a dit monsieur, à un moment donné, qui sont allés pour poursuivre, mais mal orientés et qui, pour le coup, ont été en situation d'échec. Donc nous,
on essaie à notre petit niveau, même si ça ne relève pas de notre totale compétence, de répondre parce que c'est à l'endroit de nos jeunes, de nos populations. Alors on a aussi des BIGE, des bureaux d'information, mais quand on parle d'information, quelque part on oriente, parce que nous ce qui nous intéresse aussi c'est cette jeunesse qui a des fois moins de 16 ans, qui est même déscolarisée et que l'on veut rattraper pour les réinsérer quelque part, en tout cas dans un parcours scolaire. Donc moi j'ai envie que pour le coup on ait une visibilité parce qu'on est chacun chez nous, chacun les provinces, marche pas sur mes plates-bandes, je marche pas sur les tiennes, mais nous, au Nord, on veut une vision pays. C'est essentiel parce que nos populations bougent, on est un pays unique, un seul, et l'orientation au sens, par rapport au potentiel du gamin, le cas échéant, qu'on aurait pu identifier, hein, là, si on intervient au niveau des collèges, déjà les repérer, faire du repérage. Bon, on a l'internat d'excellence, nous, qu'on finance sur l'internat de Pointe-Dimier avec Index Sonore. On a aussi la MASCOP qui intervient sur les collèges. On a moult dispositifs, hein, des AIF pour reprendre les gens, les réorienter. Mais on met aussi ça en face des filières prioritaires et des métiers en tension. Parce que ça reste aussi une problématique. Mais je vous avoue que ce qu'il nous manque, c'est qui oriente et qui fait quoi. Afin qu'on puisse agréger un petit peu tout ça, qu'on ait une visibilité globale, qu'on puisse se compléter, se conforter et que ce soit utile pour tout le pays. Parce que si on reste chacun dans notre petit coin, on ne va jamais y arriver. Donc, est-ce que la fabrique, elle a d'abord cette mission de nous donner une photographie de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie en matière d'orientation, compétence ou pas. Merci. Merci madame. Est-ce que Samuel, tu veux répondre? Merci Nadège pour la question. Je laisserai après Valérie compléter. Effectivement, on a 7 années devant nous et parmi les premiers livrables qu'on doit fournir pour la première année, il y a l'état des lieux. Et avec tout ce qui est fait localement, avec le millefeuille administratif, etc., comme tu viens de l'évoquer. Mais effectivement, ça fait partie des objectifs, aussi bien au niveau des dispositifs que de nous, de l'autre côté, de la recherche. Valérie l'a évoqué aussi tout à l'heure, avec la bibliographie, etc. Alors, si je peux compléter justement ce que dit Samuel et votre question, c'est que l'orientation c'est pas une discipline comme les mathématiques, c'est transversal. L'orientation n'a aucun sens de le travailler seul. Je travaille constamment en lien, pour ça je connais un grand nombre d'entre vous, parce qu'on est tout le temps en train de faire des liens, puisqu'on va mener le jeune de son entrée à l'école, mais tout au long de sa vie. La loi ORE dont parlait monsieur le vice-recteur, c'est l'orientation, réussite des étudiants, c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'un jeune, on doit être capable, tous ensemble, chacun à notre niveau, et c'est pour ça que je me défendais d'entendre on est en bout de chaîne, parce qu'on n'est jamais en bout de chaîne. Non. Voilà. Mais même si on n'est pas en tout début, chacun intervient. On pourra intervenir le mieux du monde. Si on ne mesure pas la mobilité et les moyens financiers, on amène le jeune au mur. Voilà. Et là, on arrive à connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on a 3 piliers dans l'orientation. C'est savoir s'informer. Qu'est-ce que je fais de mon information? Savoir se découvrir et se connaître. Et savoir s'adapter dans un monde qui bouge. Voilà. Et ça, c'est à nous tous, en fonction de l'âge de l'enfant, du jeune en devenir et de l'adulte qui va être, de pouvoir l'indiquer, de pouvoir l'accompagner. Si un jeune est en DAU à un moment donné de sa vie, peu importe l'instant, il est à s'occuper de lui parce que là, il est prêt à obtenir son nouveau diplôme. Hein. Donc, soit parce qu'il lui fallait enfin son diplôme, soit parce qu'il souhaite se réorienter. Je pense là dernièrement à une jeune fille qui avait un master en sport, master 2, tout va bien en sport. Elle a fait une réorientation de tourneur sur bois. Voilà. Mais elle en avait la capacité de pouvoir se réorienter, de pouvoir changer. Et ça, c'est fort. On parlait de rêve tout à l'heure. Savoir rêver, c'est une compétence à devenir, savoir rêver. Mais si on ne l'ancre pas dans une réalité, quel est le probable qu'on met entre le lien, entre le ballon de baudruche et puis la réalité un peu quelquefois cruelle, hein? Donc autoriser à rêver, oui, mais jusqu'où?
Et donc, tout doucement, je vais apprendre aux jeunes à savoir mesurer pour dépasser ces stéréotypes, pour dépasser la réalité et savoir qu'est-ce qu'il va falloir que je transgresse. Ce qu'on appelle le pas de côté, hein, c'est la théorie de Toine, pour pouvoir s'épanouir, savoir faire ce pas de côté, aller un peu plus loin, se faire confiance, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à travailler ensemble, à le faire ensemble. Et je vais finir, pardon, je suis bavarde, mais on va faire le lien avec le RIF. Le réseau insertion, information, formation, emploi. Je ne peux pas travailler sans eux. Ce sont tous les acteurs. J'ai travaillé en province Nord avec un certain nombre de vos collègues sur les bureaux information jeunesse, sur les piges, le GIEP, voilà. Et ça, c'est le réseau des acteurs de l'orientation. Donc moi, je fais partie des managers. L'université fait partie aussi des managers pour qu'on puisse ensemble se dire mais quel public on reçoit à quel moment de son parcours. L'important, c'est de ne pas juger, de prendre le jeune là où il en est et de le guider. Voilà. Alors juste, je présente parce qu'après, j'ai plus beaucoup de temps. Je te remercie. Là, et ça, je disais, on distribuera tout ça pour qu'on soit clair. Voilà. Alors, voilà. Vous me donnez 5 minutes, 2 secondes ou... Voilà. Alors, je pilote le CIO. Anne-Marie vous en parlera mieux puisque ce sont les experts de l'orientation. Ils ont plusieurs missions. Celui d'accompagner le chef d'établissement dans son volet orientation, c'est quelle étape je mets tout au courant de l'année, puisqu'on n'a pas parlé des 2 Parcoursup de Nouvelle-Calédonie. Hein, voilà. Donc, ensuite, il y a les rendez-vous individuels dans le cadre de l'accompagnement. C'est un droit à l'orientation en Nouvelle-Calédonie. Chaque jeune sur un parcours d'affectation doit avoir son rendez-vous. Et puis après, il y a bien sûr toute la formation. Les psys vont former donc les différents acteurs qui le souhaitent, former à Parcoursup, former aux étapes de l'orientation, etc. Donc si vous le souhaitez, enfin former aux outils. Des outils existent déjà, des outils on les adapte. Les outils, moi, il y a beaucoup de choses qu'on a adaptées avec Anne-Marie en fonction de la demande. Donc quelle est votre demande, quels sont vos besoins, quel est votre public, et puis on s'adapte et on travaille ensemble. Bien sûr, on va y travailler avec les autres chercheurs, c'est l'objectif. Encore merci. Merci à vous 4. On ne va pas poursuivre. Ah, alors on prend la question en ligne. Je n'avais pas vu. Merci. On vous écoute. Faut lui dire On vous écoute pour la question. Vous avez fermé votre micro. Merci beaucoup. On vous écoute. Vous me parlez pour la provinciale? Oui, c'est ça. Excusez-moi, parce qu'il y a un décalage. Est-ce que vous nous entendez? D'accord. Moi, je voudrais juste reprendre effectivement quelques chiffres qui sont sur le site du vice-rectorat. L'origine sociale des élèves du second degré avant le bac en Nouvelle-Calédonie, la part des élèves ayant un responsable de catégorie sociale défavorisée s'élève à 47%, soit pratiquement un élève sur 2. Autre chiffre, toujours du vice-rectorat, notamment sur l'indice d'éloignement. Je dirais que les collèges de Nouvelle-Calédonie qui sont les plus éloignés, ben c'est forcément ceux de l'intérieur et en l'occurrence ceux de la provinciale, donc les plus défavorisés. Et que du coup, les résultats au brevet, et notamment ce qui concerne l'orientation, est certainement beaucoup plus marqué que je dirais pour les autres. Donc pour faire court, je rejoins ce que dit Monsieur De Mekenen, que c'est bien en amont qu'il faut donner de l'ambition hein, et que les élèves aient dès la 4e. Aussi bien pour les voies générales, technologiques, comme la voie, je dirais, professionnelle. Je vous donne un autre chiffre pour les effectifs des étudiants boursiers de la provinciale en 2023. 405 étudiants en Nouvelle-Calédonie, donc l'université et puis BTS. Le taux de réussite, c'est 45,43. Les étudiants hors Nouvelle-Calédonie, toujours en 2022-2023, sur 173 étudiants hors Nouvelle-Calédonie, 52. Je dirais qu'ils ont peut-être pour certains, ils ont peut-être déjà commencé le parcours ici. Donc, je suis d'accord effectivement avec la province Nord qu'il faut une cartographie
D'autant plus que les effectifs à cette rentrée, notamment ceux du primaire public-privé, il y a à peu près 30 000 élèves. Pour vous donner les masses, province Île, 3 000 élèves. Le double en province Nord, 6 000 et 21 000 pour la province Sud. Voilà. Donc, je me dis qu'uniquement avec ces chiffres du primaire public-privé, on peut mesurer déjà l'évolution de la baisse des effectifs que l'on sait déjà depuis quelques années dans le second degré et celle des étudiants en Nouvelle-Calédonie. Et je dis que demain, il y aura peut-être plus d'élèves à orienter. Donc, effectivement, on salue l'appel à projet du CROSS de l'université parce qu'avec des petits effectifs comme ça, effectivement, s'y intéresser et se préoccuper de l'orientation, je me dis que c'est possible. Faut-il encore qu'on ait une cartographie, effectivement, des élèves. Pour le CIO, je rappelle que, contrairement à la province Sud et la province Nord, donc il y a un CIO à Nouméa avec des antennes côte ouest et côte est. En province Sud, nous n'avons pas de CIO. Madame Poyot l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être effectivement, il n'y a pas de CIO comme une antenne visible, accès aux familles et aux élèves. Madame Poyot tout à l'heure l'a dit, il y a du personnel effectivement dans les établissements, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas aussi structurant qu'une antenne de CIO. Sachant les distances, je dirais, aux îles, et qu'on a 3 îles, Lifou, Marais, Ouvéa. Là où nous avons, je dirais, des réussites, puisqu'on est sur l'atelier, je dirais, des dispositifs, effectivement, c'est comme Index Nord, c'est le Juvénat des îles, c'est aussi Madame Poyot avec le lycée d'Okamo, c'est Exil avec l'excellence des îles au campus, mais là, la responsable, elle interviendra tout à l'heure, qui donne de bons résultats, voire même de très bons résultats en matière d'accompagnement, de possibilités de choix en orientation. Cependant, il y a une sélection qui s'opère, puisque je rappelle que c'est bien avec les notes, c'est bien avec les bulletins. Voilà. Mais la masse dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 45%, c'est-à-dire un élève sur 2, évidemment, ce n'est pas pour ce public-là. Et je me dis que à chaque fois qu'il y a des petits dispositifs, comme leur poser simplement des questions, comme l'a dit Yves de Mekenem, c'est des petits dispositifs comme ça qu'on peut réussir. Voilà. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Je dis simplement que vu les effectifs dans nos collèges, qui sont des très petits collèges, encore moins dans les collèges privés, ce type d'accompagnement peut porter ses fruits si on veut parler, je dirais, si on veut s'adresser à la plupart, je dirais, des collégiens. Je vois par exemple le lycée en province Nord, vous avez le lycée de Pointe-Bout, effectivement, avec une superbe, avec une panel, je dirais, de voix. Pareil au lycée Grand Nouméa, pareil au lycée du Mont-d'Or, mais nous, le bras de mer qui sépare avec les élèves des îles, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, toutes ces possibilités-là. On a un bras de mer qui nous sépare. Donc, quand on part, je vous ai donné comme indice tout à l'heure un parent de catégorie sociale défavorisée. Donc, je ne vous dis même pas quand il y a 2 parents. Mais on passe. Toujours est-il que ce sont des indicateurs. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors effectivement, là, on a pointé des difficultés qui sont rencontrées et on voit tout l'intérêt du projet CROSS qui va pouvoir travailler en ce sens. Je me permets, mais il y a bien un CIO et des psychologues qui sont mis à disposition pour la province des îles. Ce qui a été échangé, effectivement, il n'y a plus d'antenne, dite antenne province des îles, puisque ça posait trop de problèmes pour celui qui était basé sur l'IFU d'aller faire des permanences à Marais ou à Ouvéa. Donc, il y a 3 personnes qui vont s'occuper donc des îles, qui seront basées sur le CIO. Donc, c'est le CIO de Nouvelle-Calédonie avec
le bureau principal à Nouméa et 3 antennes, La Foix, Koné, Pointe-d'Imier. Et pour les îles, ils sont attachés à Nouméa. Donc, Madame Tranti qui est régulièrement sur l'IFU, Héloïse Paquier qui est sur UVA et c'est Samir maintenant qui est sur Marais. Donc on a bien du monde qui est là en permanence et qui reçoit aussi les familles quand besoin. Je remercie, j'en profite pour remercier, ma pauvre Karine, j'en profite pour remercier Samuel d'avoir accueilli l'antenne du CIO de Koné dans les locaux du campus de Baco. C'est quelque chose qu'on a espéré, je me souviens, c'était avec M. Dombrovski à ce moment-là, on espérait avec les bureaux. On trouve du sens avec un service d'orientation autour de Baco. Il faut du temps pour maturer tout ça, mais on y arrive. Et sur les îles, on a quelqu'un de très présent avec Madame Tranti qui ne compte pas ses heures. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous 4 pour cette présentation. Et on a vu tout l'intérêt du travail en partenariat qui est indispensable. Merci beaucoup.